Bon, je remplace au pied levé une collègue qui devait assurer la modération de cette session, mais c'est de toute façon néanmoins un grand plaisir parce que ça me permet d'introduire Rémi Slama. Rémi Slama est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est d'ailleurs titulaire de la chaire annuelle de santé publique du Collège de France. Il est, je pense, en France et dans le monde, un des représentants de nouveaux domaines de la médecine qui émerge, qui est la médecine environnementale. C'est avec une maladie, c'est de la génétique, c'est du comportement, et puis c'est de l'environnement. Sauf que l'environnement, c'est complexe. On en a entendu parler beaucoup. Et Rémi fait partie de ceux, en bon polytechnicien, en fait, qui essayent de mettre de l'ordre, du rationnel dans tout ça. Ça génère énormément de données. Ça nécessite finalement de les synthétiser dans un projet d'interface avec l'homme, donc avec la complexité humaine. C'est des big data et c'est un nouveau monde finalement de la médecine qui s'ouvre et Rémi en est un des représentants. Donc je suis vraiment ravi qu'il ait pu venir nous parler de, je ne me souviens plus de ton titre, en tout cas de tout le domaine de l'environnement, de la pollution et de ses effets sur la santé. Merci Rémi. Merci beaucoup Philippe pour cette très gentille introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour discuter de cette question de santé publique en milieu urbain dans le contexte de l'Anthropocène. Alors, si on remonte bien avant l'Anthropocène, les principaux facteurs qui influençaient notre santé, notre espérance de vie, étaient ce que l'historien grec Hésiode appelait l'imos et l'oimos, la famine, les famines et les infections, et puis aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais tout ça est lié, les guerres, polémos, guerres contre lesquelles une des fonctions des premières villes ont été de protéger les humains. Alors je voudrais discuter pour la période actuelle, cette fois-ci, dans quelle mesure la ville contemporaine est sensible aux risques sanitaires issus de l'Anthropocène, que je l'entendrai dans le sens de ce qui suit la révolution industrielle, et essayer de réfléchir à ce qu'il pourrait en être concernant la ville de demain. Alors, pour l'épidémiologiste, le risque, c'est un nombre de cas, de décès, de pathologies, d'années de vie en bonne santé, les DALI, perdus du fait d'une exposition ou gagnés du fait de l'exposition à certains facteurs. Ce risque, il va dépendre de la distribution de l'exposition, bien sûr, qui elle-même dépend de la localisation, de la nature des sources, de l'environnement qui va influencer la dispersion des contaminants à partir des sources et des comportements individuels qui influencent le temps qu'on passe dans chaque micro-environnement potentiellement exposé aux facteurs. Le risque, il dépend aussi, pour le risque populationnel, du nombre de sujets exposés, et les villes qui incluent 55-60% de la population mondiale pour peut-être seulement 2% de leur surface sont bien sûr caractérisées par une très forte densité de population. Et puis le risque, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la vulnérabilité, qui représente la sensibilité ou symétriquement la résilience individuelle, collective, face aux dangers sous-jacents que les épidémiologistes représentent et les toxicologues aussi, par des relations dose-réponse. Alors, la ville de l'ère industrielle, elle est exposée à certains risques sanitaires du fait d'abord qu'elle va accumuler et accueillir en son sein un certain nombre de sources de pollution. C'est la ville vue comme la source de la pollution ou des nuisances, que je vais illustrer rapidement parce que ça a été fait brillamment hier déjà par nos collègues historiens, par la question des catastrophes et pollutions industrielles, par la question de la pollution atmosphérique, et on pourrait aussi bien sûr parler de bruit, et j'y reviendrai.
La ville, donc, comme laboratoire des pollutions industrielles, très bien décrite notamment par les historiens de l'environnement français, François Jarry, Thomas Leroux, Jean-Baptiste Fressaud. Je ne vais pas y revenir. Ici, vous avez la Bièvre à Paris, il y a plus d'un siècle, avec les tanneurs, des émanations chimiques, des émanations odorantes. La ville s'en accommode plus ou moins bien. La Bièvre a été recouverte, on ne la voit plus. Ces pollutions, elles peuvent être particulièrement bruyantes. Ici, l'exemple de l'explosion d'un gazomètre en 1865 à Londres, au début du recours au gaz comme source d'éclairage. Progressivement, ces risques industriels ont été écartés des villes, en tout cas des villes des pays du Nord, pour une part transférée dans les villes des pays du Sud, et une illustration en est le drame de Bhopal, en Inde, avec l'explosion de l'usine Union Carbide il y a bientôt 40 ans, et l'exposition de la population à l'isocyanate de méthyle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de risque industriel avec des conséquences sanitaires potentielles sous nos latitudes. On peut citer Seveso, qui a donné lieu à la directive européenne qui encadre ces risques industriels, ou encore plus près de nous géographiquement, AZF et Lubrizol. D'une certaine façon, quand même, on peut considérer que dans les villes du Nord, le risque lié à l'industrialisation et donc à la révolution industrielle a progressivement consisté en une conversion et un passage de catastrophes bruyantes à des catastrophes, je dirais, silencieuses. Elles peuvent être toutefois visibles, comme dans le cas de l'épisode de smog de Londres de 1952, dû au fait qu'à cette époque, on avait recours au charbon pour générer l'électricité dans la ville de Londres, dû aussi à des paramètres météorologiques qui n'étaient pas du tout favorables à la dispersion atmosphérique. Et la conséquence a été un pic de pollution atmosphérique à une époque où, à Londres, on suivait déjà les émissions et les concentrations de dioxyde de soufre, suivi d'une augmentation de la mortalité qui correspond à un excès de plusieurs milliers de décès sur l'échelle du mois de décembre 1952. Alors là, la situation est particulièrement simple, je dirais, du point de vue de l'inférence causale, parce qu'on a un facteur de risque, la pollution qui est visible. En fait, elle était tellement visible qu'on n'y voyait rien. Les véhicules ne pouvaient plus circuler, les spectacles ont été interrompus. On avait allumé la lumière en plein jour. L'impact était important et grave, la mortalité, et surtout immédiat, pas de décalage dans le temps, ou à peine, et l'absence aussi de facteurs explicatifs concurrents. La grippe n'était pas encore arrivée, il n'y avait pas de vague de froid. Dans les périodes qui ont suivi, on a mesuré et surveillé certains de ces polluants atmosphériques. On a pris des mesures d'abord dans les pays anglo-saxons, mais aussi dans tout le reste de l'Europe, contre cette pollution. Les pays du Nord se sont désindustrialisés. Le réseau ferré a eu tendance à décroître en kilomètres. En ville, notamment les tramways qui existaient dans de nombreuses villes nord-américaines et européennes ont été démantelés avant d'être réinstallés dans la période plus récente, et le parc automobile a cru de façon conséquente. Ici, j'ai mélangé les automobiles thermiques pour la période récente et celles qui ne le sont pas. Donc beaucoup de tendances dans des sens potentiellement différents, et au niveau de ce qu'on observe dans l'atmosphère, la tendance sur une période relativement récente est celle-ci, avec une diminution forte des émissions de CO2 et de dioxyde de soufre, et surtout un marqueur de la pollution industrielle, donc, qui diminue fortement de façon qui ne nous étonne pas. Une diminution aussi, mais moins importante, vous voyez, de l'ordre de 20 à 30% sur une vingtaine d'années, quinzaine d'années, pour les oxydes d'azote et les particules fines, et pas d'évolution pour l'ozone, qui est un polluant secondaire à la cinétique un petit peu particulière. Point de vue géographique, donc, la pollution reste, et notamment la pollution par les oxydes d'azote et les particules fines, un problème
urbains de façon disproportionnée, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne causent pas de décès en dehors des zones urbaines. Cette pollution, elle est non seulement silencieuse, mais elle est devenue invisible. En tout cas, elle serait complètement invisible si on n'avait pas des outils de mesure extrêmement sensibles. Et ses conséquences aussi seraient invisibles si on n'avait pas des outils permettant de les identifier, très sensibles, beaucoup plus sensibles que les approches avant-après rudimentaires qui suffisaient pour caractériser l'impact du smog de Londres, telles que les séries temporelles et les grandes cohortes. Ici, c'est la cohorte de l'American Cancer Society qui nous donne les relations dose-réponse entre les niveaux de particules fines dans la gamme de concentration proche de ce qu'on observe encore dans les villes européennes. Aux États-Unis, ils sont en dessous maintenant. Et vous voyez donc le risque de mortalité, toute cause ou pour certaines causes spécifiques. Et bien sûr, les causes cardiopulmonaires et respiratoires sont au premier plan. Qu'est-ce qu'il en est de l'impact? Ça, c'est l'effet. L'impact est donc le risque. Le risque, il s'obtient en combinant cette relation dose-réponse avec la distribution des expositions qui est ici. Eh bien, Santé publique France nous a indiqué il n'y a pas très longtemps qu'en France, les particules fines sont probablement responsables de l'ordre de 40 000 décès et que cet impact est plus fort dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Vous voyez, la diminution de l'espérance de vie est due aux particules fines, attribuable aux particules fines, est de l'ordre de 9 mois dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ce qui est à peu près 50% de plus que ce qui est observé dans les zones rurales. Alors la ville comme lieu de risque, ce risque il peut être dû aussi au fait que la densité de population est beaucoup plus élevée en ville que dans le milieu rural et que l'environnement urbain augmente les risques qui sont associés à tout ce qui se propage par contact. Bon, l'exemple historique évident, c'est les incendies. Bien sûr, on peut penser aux catastrophes naturelles. Je voudrais juste passer un tout petit peu de temps sur les maladies infectieuses, mais très rapidement, parce que ça a déjà été abordé et on continuera à en discuter. Et bien sûr, la question des températures élevées. Juste sur les maladies infectieuses, la situation est complexe et une illustration avec le Covid. Pardon. Le Covid perturbe toutes les activités humaines. Vous avez ici, dans une des premières vagues de l'infection aux États-Unis, un taux d'incidence et de mortalité qui est beaucoup plus important dans les villes, ce qui peut être lié au fait notamment que c'est par là que les premiers cas arrivent. Et la situation change au cours du temps avec les zones rurales qui peuvent être aussi très touchées et à certains moments plus que les villes. Donc je vais pas passer plus de temps sur cette question très complexe et emblématique de l'épidémie en milieu urbain, sur laquelle on pourrait bien sûr consacrer des journées entières, pour aller sur un phénomène encore plus central dans la question du changement climatique, qui est celui de la température, des températures élevées. Ici, les villes ont une spécificité très claire, aux conséquences marquées, qui est celui de l'îlot de chaleur urbain. Îlot de chaleur urbain qui consiste à un accroissement de la température dans les centres-villes par rapport aux zones périurbaines et rurales. Vous voyez qu'il peut être de l'ordre de 3 degrés ici en cas de canicule à Paris et encore davantage si on suppose que la population a un recours massif aux climatiseurs pour se rafraîchir. 3 degrés entre le centre de Paris et le bois de Boulogne. Tout ceci lié au faible albédo de la ville, du fait qu'on a des revêtements plutôt sombres, un macadam encore très souvent sombre, des toits qui le sont aussi, une faible surface d'espace vert par rapport au milieu rural et aussi d'espace bleu, une plus faible évaporation et bien sûr des émissions de chaleur liées aux activités humaines et notamment la climatisation ou le transport. Donc ça, potentiellement, ça veut dire une sensibilité accrue, bien sûr, aux canicules induites par le changement climatique. Alors, on a ici, avec l'influence de la climatisation, aussi un autre phénomène qui est que, ici, cette climatisation va potentiellement
rejeter la chaleur dans le milieu urbain et accroître les expositions, notamment de ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette climatisation, ce qui pose la question des inégalités sociales, qui est une question absolument incontournable dès qu'on parle de santé publique, a fortiori quand on est dans l'amphithéâtre Alpvax. Et donc je voudrais dire quelques mots des inégalités sociales d'exposition aux facteurs de risque que j'ai évoqués. La situation n'est pas du tout univoque. Dans le cas des polluants atmosphériques, ici, dans ce travail réalisé par Marion Ouidir, qui est chercheuse dans mon équipe sur la cohorte ELF, vous avez l'illustration qu'à l'échelle du pays, globalement, on a une tendance à l'augmentation des niveaux de pollution par les particules fines dans l'air extérieur en lien avec la défaveur sociale. Les quartiers les plus défavorisés ont tendance à être plus exposés. La situation est globalement similaire dans les zones périurbaines, mais il n'y a plus d'associations monotones dans les zones rurales. Et donc là, très clairement, ce phénomène est propre au centre urbain. C'est en moyenne sur l'ensemble du pays. Et en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la situation n'est pas forcément la même d'une ville à l'autre. C'est un autre projet, puis l'indice de défaveur n'est pas ordonné dans le même sens, mais par exemple, dans des villes comme Lille et Marseille, on a aussi une situation d'accroissement des niveaux de pollution. Ici, c'est par les dioxydes d'azote, avec la défaveur sociale, donc dans le même sens que globalement tout à l'heure. Mais à l'échelle de Paris, la situation est plutôt inversée. Puis à Lyon, on n'a pas de relation monotone et c'est les couches moyennes, les classes moyennes en gros, et les quartiers correspondant à ces classes moyennes, où elles sont dominantes, qui sont les plus exposés au niveau de pollution. Restons à Marseille avec ici la défaveur sociale. Quand on la superpose à la carte de bruit, on a cette relation qui montre une augmentation de l'exposition au bruit avec la défaveur sociale jusqu'à un certain palier et peut-être après une diminution. Il faut regarder les choses très finement et avoir des cartes de bruit avec une résolution particulièrement fine. Mais là encore, on peut s'attendre à des situations variables d'une ville à l'autre, variables d'un pays à l'autre. Et pour illustrer la question de l'exposition à la température et à l'îlot de chaleur urbain, je voudrais aller aux États-Unis, où vous avez ici la comparaison de la distribution à l'échelle de l'ensemble des villes, de l'exposition au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et comme vous le voyez, les personnes de couleur sont plus exposées à cet îlot de chaleur urbain que la population blanche non hispanique. C'est aussi le cas des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté quand on les compare à ceux qui sont 2 fois au-dessus de ce seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, en gros, comme vous voyez, la situation des personnes de couleur et celles qui sont sous le seuil de pauvreté se superposent de façon similaire par rapport à ce problème de l'îlot de chaleur urbain. Aux États-Unis, avoir une peau de couleur est équivalent à être en dessous du seuil de pauvreté. Alors, les villes ont de tout temps été aussi un lieu où on a conscience des problèmes et où on cherche à réagir, et parfois en expérimentant. Je voudrais juste donner vraiment un seul exemple de la très intéressante métropole catalane Barcelone, où ils sont en train d'expérimenter ce modèle des superblocs dans cette zone à l'urbanisme bien particulier, qui consiste à limiter les déplacements à l'intérieur de grands blocs et à interdire la circulation de transit, qui est restreinte à certains grands axes, et à ne permettre que des déplacements à faible vitesse et avec des mobilités douces favorisées à l'intérieur de chacun de ces superblocs. Ce qui nous amène à la question de la ville du futur, et je vous laisserai réfléchir et savoir si vous pensez que la proposition de Schuiten est plus probable que celle d'Enki Bilal. Pour ce qui est des problèmes de santé et tout ce qui est plus facile à prédire, une première question est celle de savoir dans quelle mesure la ville est capable de faire face au changement climatique et à ses conséquences environnementales. Conséquences dont une des plus importantes pour beaucoup de villes est potentiellement celle de l'augmentation du niveau des mers. Ici,
Sur ce site de la NASA, vous avez l'augmentation moyenne du niveau des mers prédite pour 2100 sous le scénario d'émissions, les scénarios SSP3 à SSP7, qui correspondent à un contrôle modéré, on va dire, des émissions, qui est peut-être pas improbable quand on regarde la trajectoire actuelle d'émissions sur l'ensemble des pays. Vous voyez une augmentation de plus de 0,5 mètres à la fin du siècle. Pour une ville comme New York, c'est 90 cm. New York, où, pour ce qui est cette fois-ci des impacts sur la mortalité et cette fois-ci de la température, on a des données qui nous permettent de documenter assez finement le phénomène d'adaptation. Vous avez ici, grâce à ces données qui couvrent l'ensemble du XXe siècle, pour la mortalité et la température, des séries temporelles qui donnent l'effet à court terme d'une température donnée, 31 degrés ici, mettons, sur la mortalité. Et vous voyez un risque relatif de 2,5, donc une augmentation de 150% de la mortalité dans un jour où il fait 31 degrés par rapport à une journée autour de 22 degrés. Ça, c'est la courbe correspondant à 1900. En l'an 2000, la courbe s'est très fortement atténuée et l'augmentation est plus que de l'ordre de 20%. Donc une diminution spectaculaire de la mortalité à une température donnée, qui est un phénomène d'adaptation, adaptation qui n'est certainement pas génétique, qui est liée à des changements profonds dans le système de santé, dans le mode de vie, dans l'habitat. Et un des facteurs qui contribue, sans que ce soit très facile de donner la part de cette contribution, c'est notamment les évolutions dans le logement et la climatisation des logements, des véhicules dans la ville de New York. Cette climatisation, clairement, a contribué à diminuer l'exposition de la population new-yorkaise à la chaleur et donc à limiter la mortalité, tout en accroissant les émissions de dioxyde de carbone, et aussi les inégalités sociales d'exposition à la chaleur, puisque le climatiseur rejette la chaleur dans le milieu extérieur, accroît, comme je l'ai évoqué, le phénomène d'îlot de chaleur urbain, et l'exposition de ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir ces véhicules et ces logements climatisés. Donc, en essayant de lutter contre le problème de la température, on accroît le phénomène qui est à l'origine des canicules. C'est clairement pas un exemple de solution qui serait soutenable dans le temps, ni à l'échelle de la planète. Et de même que face aux risques chimiques, il existe ce qu'on appelle des substitutions malheureuses. Face au changement climatique, on peut peut-être parler d'adaptation malheureuse ou en tout cas court-termiste. Alors plutôt que de chercher une solution purement technique ou de l'attendre du futur, on peut peut-être aller la chercher ailleurs, la solution, notamment dans les lieux où la canicule a toujours fait de fréquentes incartades, et par exemple autour du beau bassin méditerranéen. La solution, c'est peut-être comme à l'Alhambra et en s'inspirant des riads marocains, un type d'habitat rafraîchi de façon plus naturelle, ou encore ici comme sur ces îles grecques. Donc voilà, la solution du verdissement, du bleuissement, du blanchissement des villes, sans oublier bien sûr l'isolation, la gestion des ouvertures ou d'autres solutions telles que les puits canadiens. D'une certaine façon, il n'y a rien de plus naturel que de demander à l'architecture de nous aider à nous adapter au changement climatique, car l'architecture a été, à travers l'histoire, la principale façon de se protéger contre les aléas climatiques. Alors bien sûr, et Didier Fontenil vient de nous le rappeler, il faut aussi, dans ces évolutions architecturales et urbanistes, considérer le risque de rendre nos villes plus accueillantes pour les moustiques et les pathologies qu'ils transmettent. Ici, avec ces solutions, on est dans la lutte on est dans des stratégies d'adaptation, mais aussi dans les stratégies de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que, bien sûr, il s'agit de solutions qui sont, pour le coup, moins émettrices de gaz à effet de serre, selon les matériaux de construction qui vont être utilisés, bien sûr. Et donc, je voudrais en venir, pour terminer, à cette question. Les villes, en plus d'être des victimes du changement climatique, en sont une des causes. Elles recouvrent 2% de la surface de la Terre et représentent peut-être 60, 70%, 80%
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un peu plus de ce qu'on attend du fait de la fraction de la population qu'elles incluent, 55-60%. Donc il y a un effort, bien sûr, à attendre de façon inévitable de ces villes si on veut essayer de suivre la trajectoire de l'accord de Paris sur une période extrêmement brève et essayer en 20 ou 30 ans de se déshabituer de ces énergies fossiles qu'on a mis 2 siècles à faire entrer dans l'ensemble des secteurs de nos activités. Alors, décarboner ou limiter l'intensité carbone dans l'ensemble des secteurs, ça peut se faire en considérant les secteurs les plus émetteurs, que sont la production d'énergie, le transport, l'agriculture, le résidentiel. Quand on fait la littérature sur la mitigation et la lutte contre le changement climatique, donc en milieu urbain, les principales, la majorité des études touchent les secteurs du résidentiel et du logement d'une façon qui n'est pas étonnante. Je vais passer un tout petit peu de temps sur le transport. Donc, les véhicules, pour chacun d'entre eux, sont devenus plus efficaces du point de vue des émissions de gaz à effet de serre quand on raisonne par kilomètre parcouru. Toutefois, le nombre de kilomètres parcourus au total a été fortement accru, ce qui fait que les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre du secteur des transports ont eu tendance à croître au cours des dernières décennies, et donc que le système est globalement pas efficace du point de vue de cette problématique. Il y a bien sûr des contrastes majeurs entre les différents types de transports du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, avec la voiture individuelle avec un moteur thermique à gaz ou diesel qui est tout en bas, juste dépassé par le transport aérien. La voiture hybride qui est un tout petit peu meilleure. La voiture électrique qui progresse, mais enfin qui est elle aussi fortement émettrice de gaz à effet de serre, notamment dans la phase de production. Et clairement, les tramways, bus électriques, vélos à assistance électrique ou non, et la marche, qui sont les plus vertueux du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Alors ici, pour la marche, c'est 0. En fait, non, il faut quand même nourrir un tout petit peu le marcheur si on veut qu'il avance. Ces tendances sont proportionnelles aussi aux émissions de polluants atmosphériques, grossièrement, de chacun de ces modes de transport, et inversement proportionnelles à l'énergie physique dépensée par l'individu par kilomètre parcouru, énergie qui est maximale quand on marche, un petit peu plus faible par kilomètre quand on pédale, encore moins quand on est sur un vélo à assistance électrique et encore moins quand on est dans un véhicule. Et donc, tout ça nous mène sur la question des co-bénéfices sanitaires, des stratégies de décarbonation dans le secteur des transports, avec un potentiel de co-bénéfices quand on va décarboner ce secteur, lié au fait que les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont aussi les plus polluants et que ce sont aussi ceux qui sont liés à la plus faible activité physique. On l'a illustré dans un travail qu'on a réalisé grâce à l'IDEX de l'Université de Grenoble-Alpes avec la métropole grenobloise, qui nous a demandé de réfléchir à des scénarios qui permettraient de diviser par 3 la mortalité due aux particules fines. Et diviser par 3, ça veut dire essayer d'éviter une centaine de décès par an dans l'agglomération. On a proposé un scénario qui consiste à, en gros, éliminer tous les chauffages au bois non performants dans la ville et à diminuer très fortement de 3/4 le trafic routier. Et on l'a fait, bien sûr, sans supposer qu'on mettait les gens chez eux, mais en remplaçant les modes de transport les plus polluants par d'autres modes de transport moins polluants. Et vous voyez que dans ce scénario où, en gros, il y a une substitution et un report assez fort vers les transports en commun, on gagne 93 décès par an, c'est ce qu'on attend, du fait de l'amélioration de la qualité de l'air, mais une soixantaine de décès en plus du fait de l'activité physique accrue. Donc, on puise et on gagne des décès dans le fardeau imposé par la pollution, mais aussi dans celui imposé par la sédentarité. Et quand on va vers des scénarios dans lesquels le report se fait moins vers les transports en commun, dont la construction d'ailleurs est un petit peu coûteuse, mais qui vont plus vers les mobilités actives, toujours en supposant quand même qu'on ne demande pas aux gens de faire 50 km par jour à vélo, même si ça ne fait pas peur à certains grenoblois,
on arrive à un bénéfice potentiel de l'ordre qui pourrait être de 270 décès par an, dont la majorité est liée à ce qu'on gagne du point de vue des maladies cardiovasculaires, métaboliques, liées à l'augmentation de l'activité physique. Et 270 décès par an dans une agglomération comme Grenoble, en gros, c'est pas loin du fardeau de mortalité dû au tabac. Sachant qu'on est, voilà, faire disparaître le tabac du jour au lendemain, on n'y est pas. Donc des co-bénéfices sanitaires majeurs de stratégies qui vont à la fois améliorer la qualité de l'air et améliorer et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Vous le savez, il y a d'ailleurs des villes qui sont maintenant sans voiture. Il y a l'exemple d'Oslo. Il y a beaucoup de bénéfices attendus, la diminution du bruit, bien sûr, la diminution de la pollution de l'air, la diminution des gaz à effet de serre, la diminution de l'accidentologie routière grave, la libération de l'espace public. Paris, c'est 2800 hectares d'espace public, dont 1400, la moitié, dédiés à la voiture. Une voiture qui se gare, c'est 10-12 mètres carrés. C'est plus que ce que la majorité des Parisiens ont comme surface dans leur chambre à coucher. C'est aussi potentiellement un accroissement de la vitesse moyenne des déplacements. En voiture, on se déplace à 13 km/h en moyenne en pleine journée dans Paris. Des embouteillages, une augmentation du temps libre, de l'activité physique et donc de nombreux co-bénéfices sanitaires et l'opportunité de lutter, grâce à l'espace libéré, contre les îlots de chaleur urbains. Alors, est-ce que vraiment c'est une solution contre le changement climatique ? Là, il faut vraiment aller dans le détail de l'impact de ces scénarios transport sur les émissions de gaz à effet de serre. Des travaux récents montrent que, avec de nombreuses actions dans différents secteurs à la fois, y compris en agissant un petit peu sur la demande, peuvent parvenir à des réductions importantes des émissions, proches du zéro émission net dans ce secteur, avec des coûts qui seraient abordables, y compris dans un pays comme la Chine. Vous voyez ici la trajectoire attendue en supposant un grand nombre d'approches dans différents secteurs et de mesures. Alors c'est possible, mais est-ce qu'on est en train d'en prendre le chemin ? Clairement non. Si on regarde les stratégies de prospection et d'exploration et d'extraction d'énergie fossile des principales compagnies pétrolières, il y a de nombreux obstacles au changement, et là on sort des sciences de la santé environnementale pour aller vers les sciences politiques. Mais si on prend donc le cas des transports, bien sûr, et on l'a démontré par exemple dans l'étude grenobloise que j'évoquais, où ça a été fait aux États-Unis, que ces mesures qui limitent la pollution et les émissions de gaz à effet de serre sont globalement totalement coût-bénéfiques pour la société. Mais en même temps, on n'a pas de mécanisme à l'heure actuelle qui permet d'utiliser l'argent virtuel de la souffrance évitée et l'argent, cette fois-ci, celui-là, bien tangible, des coûts de santé évités par l'assurance maladie pour développer des modes de transport doux. Et la ville de Grenoble, quand on leur a présenté les travaux, nous ont dit c'est très bien, effectivement, globalement pour la société c'est bénéfique, mais moi je ne vais pas les recevoir, ces euros et ces millions d'euros liés à l'amélioration de la santé que vous nous prédisez si on met en place ces mesures. Donc il y a des gros problèmes de redistribution à l'échelle des pays. C'est encore pire quand on se pose la question, bien sûr, des villes du Sud, avec des enjeux de redistribution entre les pays, redistribution pour lesquels on n'a pas, à ma connaissance, de mécanisme, et pour lequel, à travers l'histoire, les guerres, malheureusement, sont probablement le mécanisme le plus marquant. Donc revoilà Polemos. En France, on a l'exemple d'une certaine errance concernant les zones à faible émission. Il y a d'abord eu des APA, ça a été abandonné. Maintenant, des zones à faible émission, mais on a restreint leur ambition, malgré les condamnations de l'Union européenne et du Conseil d'État pour le non-respect de normes de qualité de l'air. Normes qui sont absolument pas contraignantes et sont très éloignées des standards et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a le poids, bien sûr, qui est construit, qui est récent, mais qui est bien réel, de la voiture individuelle dans l'inconscient collectif, qui décroît quand même, notamment en ville, et puis une utilité objective et bien réelle en milieu rural de la voiture. Et puis tout
cela étant potentiellement bien sûr lié au poids de l'industrie automobile dans l'économie, comme la comparaison de la situation entre la France et les Pays-Bas ne peut pas nous empêcher de le faire penser. Alors, le changement, il est difficile, et toutefois, si on regarde derrière nous, c'est beaucoup de changements qui nous ont amenés à la ville d'aujourd'hui, qui a joué sur les infrastructures en démantelant les tramways et les voies ferrées, en jouant sur l'imaginaire collectif de façon à atténuer l'image initialement désastreuse de la voiture individuelle qui empêchait les enfants de jouer dans les rues, pour en faire un objet de fantasme et tout en ringardisant la bicyclette. Donc, je crois qu'à l'échelle du siècle, au moins, nos sociétés ont su faire des changements massifs et je vous laisse méditer sur leur aptitude à induire des changements d'une ampleur similaire en utilisant des approches moins violentes et dégradantes pour, cette fois, aller vers une décarbonation de ce secteur des transports. Voilà. Donc, ce rapide passage en revue, je crois, illustre les deux visages de la ville comme le piège, avec une ville piège où dont les habitants ont tendance à souffrir davantage de certains des maux issus de l'Anthropocène par rapport aux milieux ruraux, et de la ville protectrice, dont la densité qui fait la fragilité de ces villes parfois rend aussi le coût de mise en œuvre de nombreuses mesures d'adaptation et d'atténuation de ces risques moins élevé en ville. L'isolation du logement collectif est beaucoup plus efficace que celle du logement individuel. Le coût par habitant des transports en commun est nettement inférieur en ville, les kilomètres parcourus aussi. L'abandon de la voiture thermique individuelle comme mode de transport dominant est beaucoup plus facile en ville qu'à la campagne. Donc, très clairement, la décarbonation de nos sociétés présente des co-bénéfices potentiels très importants du point de vue de la santé et du point de vue des inégalités sociales, et leur mise en œuvre pourrait être plus facile en ville. On verra en ces jours de COP si on est sur la trajectoire et si on dispose des outils politiques pour permettre cette décarbonation. Merci.